indispensable. Bon. Mon cher Bernard, je suis vraiment désolé du retard. Jamais. Oui, je suis bien là, en chair et en os. Toutes mes excuses pour ce retard, mais comme je l'ai dit, il voulait vivre l'aventure. On l'a vécu ensemble. Finalement, la prochaine fois, je viserai moins haut. Franchement, non, et merci. Voilà. Bon, on doit juste dire une chose. Oui, dans les petites annonces tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, certains d'entre vous m'ont vu à l'accueil, j'ai eu le temps de leur expliquer. Gardez bien vos billets sur vous, ils vous donneront droit peut-être à une place gratuite pour le prochain spectacle de notre grande Mona Moulinette qui est parmi nous ce soir, que je vous demande d'applaudir. C'est une artiste comique qui va venir vendredi faire un spectacle à l'orgue. Et vous pouvez la remercier puisqu'elle propose des places gratuites pour son spectacle. Voilà. Malheureusement, quelqu'un a embarqué le deuxième carton que j'avais mis sur le stand. Est-ce que la personne est là? Et est-ce qu'elle pourrait me le rapporter, s'il vous plaît? Voilà. Donc il faudrait me rendre le deuxième carton qui était posé à l'accueil de la billetterie. Bon, vous avez 5 minutes pour vous dénoncer. Et en attendant, donc le tirage au sort se fera pendant la collation tout à l'heure. Voilà. Donc Dominique, la parole est à toi. Presque, j'attends qu'on m'ouvre le rideau. Alors, bonne soirée en compagnie de notre grand Dominique Youngblood, qu'on peut applaudir très fort et remercier. Je vais déjà me débarrasser de mon chapeau parce qu'il fait chaud ici. Alors, depuis tout à l'heure, je n'ai pas arrêté de courir. Donc, ça va me faire du bien. Alors, ça fait la deuxième fois que je viens ici. C'est toujours autant avec plaisir. Hein. Les gens de l'orgue, et d'ailleurs, en tout cas dans le Var, j'apprécie beaucoup. Vous êtes extrêmement chaleureux. Donc, cette deuxième, puisque je vais faire une triptyque ici à l'orgue, je serai aussi là le 25 mai. Après, je vais repartir dans mes expéditions. Remarquez, j'en ai déjà une un petit peu avant, donc je vais vous en parler et vous en toucher quelques mots tout à l'heure. C'est bon, là? Ils se battent toujours avec le rideau. Ah, quand même, que la lumière soit. Donc, en fait, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est pas véritablement un thème qui est dans le cadre de mes activités, mais qui est induit parce que j'ai trouvé ces informations, enfin une partie des informations. Ce qui est dommage là, c'est que je n'ai pas pu vous présenter le film. Je sais, vous allez tous me lyncher, mais c'est aussi la raison pour laquelle je suis arrivé en retard. Nous avons eu un gros problème au montage et nous avons ramené un gros morceau du film que nous avons réalisé avec une société américaine qui s'appelle A&E Television Networks, et que certains ont certainement dû voir, puisque nous avons copieusement inondé Internet avec ce morceau. Donc, c'est évidemment un tantinet catastrophiste, mais je rassure tout le monde, ce que vous allez voir n'étant qu'une partie du film, lorsque vous viendrez, pour ceux qui viendront le 25 mai, j'espère que vous viendrez le 25 mai, je vous promets que vous aurez l'occasion de voir l'intégrale du film. Donc, ce sera déjà mieux, ça vous rassurera aussi, parce que là-dedans, en fait, nous ne voyons qu'une partie de ce sujet. Et c'est vrai que c'est un sujet relativement grave, parce que nous parlons en fait de 2012. Alors, beaucoup de gens vont dire, oui, mais alors, on entre dans un sujet un peu délicat, un peu sur lequel il y a un peu à boire et à manger. En fait, 2012, ce qui m'a interloqué, ce qui m'a fait faire d'ailleurs écrire un livre, que j'ai écrit là-dessus, c'est parce que, en rencontrant, lors de mon tour du monde, je ne sais pas pour ceux qui étaient là le 9 février, c'est là que vous avez fait ma connaissance d'ailleurs, je revenais en fait à un tour du monde à la recherche de tous les vestiges inexpliqués des civilisations disparues, mythiques ou oubliées, et j'ai ramené un véritable pavé qui s'appelle Civilisation antédiluvienne sur l'ensemble des recherches et des découvertes surtout que j'ai faites avec mon équipe, que vous allez d'ailleurs rencontrer tout à l'heure, enfin une partie. J'ai demandé tout à l'heure à deux des membres de mon équipe de venir ici, et c'est tout simplement parce que dans l'équipe, qui représente une vingtaine de personnes, j'ai 2 Varois, et je trouvais que c'était tout à fait normal de vous les présenter. Donc au niveau de ce tour du monde, j'ai rencontré un très grand nombre de glaciologues, climatologues, puisque ce qui m'intéressait pour comprendre les civilisations antérieures, c'était de comprendre dans quel climat, et là au sens climatique, hein, dans quel climat
ils évoluaient, eux, à leur époque, et quelles étaient les contraintes qu'ils avaient rencontrées. Surtout, ce qui m'avait interloqué, c'est qu'en rencontrant les différents chercheurs, les différents spécialistes, et puis je vous parle de gens très importants, enfin des gens que peut-être vous ne connaissez pas dans le commun des mortels, parce que ce sont bien sûr des gens qui travaillent, je dirais, en laboratoire, en université, etc., mais ce sont des sommités internationales dans le domaine. Des gens comme Masaaki Kimura au Japon, des gens comme Rao, le professeur Rao, qui est une sommité, un Einstein indien, m'ont apporté des faits qui m'ont un peu troublé. Effectivement, on a retrouvé, grosso modo, des vestiges qui sont quand même tangibles de ces 4 civilisations, mais ce qui nous a frappé, c'est qu'aucune d'elles, apparemment, n'est morte d'une guerre, d'une épidémie, ou d'un problème, je dirais, de chaos social. En fait, elles semblent toutes avoir été détruites d'une manière plus ou moins similaire. Quand je dis plus ou moins similaire, ça veut dire d'une manière climatique, et pas du tout d'une manière, je dirais, guerrière. Elles n'ont pas été détruites par la guerre. Ce qui nous avait aussi frappé dans les 3 premières grandes civilisations, c'est qu'en plus, elles n'avaient même pas d'armée. Donc, pour faire la guerre, il faut déjà une armée. Donc, en fait, ça m'a interloqué. J'ai commencé à discuter avec un certain nombre de glaciologues, de climatologues, de géologues, d'océanographes. Je leur ai demandé de me communiquer leurs travaux. C'est ce que j'ai fait dans le travail qui est inscrit dans le livre que je viens de sortir, là, qui est de l'autre côté. Là. Et ce qui était extraordinaire, c'est que toutes ces civilisations avaient été balayées et visiblement aucune d'elles n'avait pris de mesure, surtout n'avait pris la mesure du risque qu'elles encouraient. Comme si elles pensaient que quelque part elles allaient pouvoir passer à travers. Alors, c'était déjà sur le plan historique quelque chose qui me choquait. Vient à tomber sur les fameuses prophéties. Alors là, je peux vous en citer des prophètes, hein, parce que dans l'extrait du film que vous allez voir, on en cite un certain nombre, hein, bien sûr. Saint Jean de Patmos, hein, l'Apocalypse de Saint Jean, mais il n'y a pas que lui. Il faut savoir que le calendrier Maya est déjà quelque chose d'extrêmement troublant, et en fait, c'est un des premiers éléments. Mais il faut savoir aussi qu'il existait des prêtresses. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la Pythie ou de la Sibylle, ce qui n'est pas la même chose, hein, la Pythie étant en Grèce et la Sibylle étant à Rome, ont elles-mêmes fait des prédictions qui sont pour le moins troublantes. Hein. On a retrouvé le même genre d'informations chez Michel de Notre-Dame, hein, là c'est carrément à côté. On a trouvé les mêmes informations chez d'autres personnages. Un personnage un peu bizarre, on pense que c'est lui qui a inspiré le fameux Merlin, qui n'avait rien d'enchanteur, le pauvre gars, vous verrez de quoi on parle. Mais par contre, qui lui aussi a fait des prédictions qui ne sont pas très sympas. Et au niveau anglais, en restant dans une période de quelques centaines d'années plus tard, on retrouve une vieille dame qui s'appelle la mère Shipton, et qui elle aussi donne des prédictions quand même assez étonnantes, parce que bon, il faut quand même se resituer dans le milieu médiéval. Je ne vais pas vous déflorer ce que vous allez voir, donc je ne vous dirai pas de quoi il en retourne, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'elle a prédit, c'était impossible qu'elle puisse l'imaginer à son époque, compte tenu, je dirais, du contexte social dans lequel évoluait le Moyen-Âge. Un certain nombre de choses dont elle va vous parler, c'est évident qu'elle ne pouvait pas l'imaginer. Alors après, est-ce qu'elle l'a vu, elle ne l'a pas vu? Moi, je laisse quand même une porte ouverte à ces oracles, dans la mesure où on n'a pas pu non plus prouver l'inverse. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, vous êtes scientifique, vous faites des recherches archéologiques, vous faites des recherches historiques, comment pouvez-vous être borderline, à la limite entre les deux? Mais parce que justement, quand j'ai fait mes recherches autour du monde, je me suis rendu compte très rapidement que tout ce qu'on m'avait expliqué au niveau de l'histoire, c'était des choses qui étaient, comment dirais-je, presque volontairement limitées. Il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, et je pense que s'il y a des archéologues dans la salle, là, ils vont faire des bons jusqu'ici, mais je leur demande à ce moment-là de me prouver l'inverse, c'est que lorsque vous tombez sur un chantier de fouilles, et que comme par hasard, vous tombez sur ce qu'on appelle dans le jargon un UPSART, traduction acronyme, si vous voulez, de Out of Place Artefact, ce qui veut dire artefact sorti de son contexte historique,
ils vous disent, oula, surtout pas, on l'a jamais vu, parce que tu comprends, si on le prend en compte, ça fout en l'air toute ma théorie là. Donc c'est pas possible de le penser comme ça. Moi je dis, à partir du moment où il est là, il y est bien d'une manière ou d'une autre, et pour une raison quelconque. Il n'est pas vu tout seul, quoi. Donc il faut quand même se dire, quel que soit, on peut penser à une histoire de couche historique, mais on ne doit pas d'emblée, d'un revers de manche, dire ça n'a jamais existé alors que je viens de le voir, quoi. Donc c'est vrai que au niveau des oracles, j'ai un peu la même approche. Je me dis, je ne vois pas pourquoi on doit dire qu'ils ont dit des affabulations, qu'ils se sont des charlatans, des escrocs de l'esprit. Il y en a qui ont des termes tout à fait fleuris pour parler de ça. Et moi je pense qu'il y a une partie de vrai. Maintenant, il faut voir dans quelle mesure on peut tirer du vrai du faux. Il est évident, moi j'ai déjà eu un débat avec un archéologue un peu sanglant, dont je ne citerai pas le nom, où je lui ai expliqué, je voudrais bien savoir comment toi tu pourrais, si tu étais projeté 4000 ans plus loin, décrire ce que tu vois si tu n'as aucun point de référence de ce que l'on parle. Je vois mal Saint-Jean de Patmos nous décrire un TGV, quoi, avec son fonctionnement. Hein, ça sort complètement du contexte, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ces recherches ont été faites, et alors pourquoi j'ai été surpris? Parce que entre les travaux de climatologie, donc on est dans la science absolue, hein, les travaux de climatologie, notamment dans la paléoclimatologie, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Et quand on retrouve les modèles créés par les paléoclimatologues, les glaciologues, etc., les paléocéanographes aussi, leurs besoins de recherche vont au fait qu'ils créent non seulement un modèle pour l'ancien, donc pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais ils sont tous tentés, c'est une règle générale, quel que soit le pays, d'ensuite essayer d'adapter leur modèle à ce qui se passe aujourd'hui et surtout à ce qui va se passer demain. Et alors là, ce qui est extraordinaire, ça a été le choc de ma vie, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'un grand nombre de travaux faits par ces grands chercheurs, tout à fait scientifiques, tout à fait pragmatiques, totalement cartésiens, venaient pratiquement en copier-coller sur les prédictions et les prophéties. Et là, je me suis dit, bon, on a bien eu Paco Rabanne qui nous a promis de prendre un météorite sur le coin de la gueule. On l'attend toujours, le météorite, mais enfin, quelque part, tant mieux. Hein. Et de l'autre côté, on a une petite dizaine d'oracles qui viennent tous d'époques différentes. Ils ne se sont jamais rencontrés, d'ailleurs, ils ne pouvaient pas risquer par un. Des fois, il y a des millénaires qui les séparent, en plus de séparer géographiquement. Hein. Aucun d'eux n'a pu ou a été en mesure de rencontrer ou de consulter les travaux de l'autre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous racontent la même histoire avec la même chronologie. Il y a de quoi quand même être inquiet. Hein. Alors moi, je me prends pour un détective, hein, ça y est, l'inspecteur d'Éric est là, et je dis, bon, une présomption, deux présomptions, mais moi, on m'a appris en droit que 3, ça fait une preuve. Et là, on en a 12. C'est quand même un peu beaucoup. Hein. Il y a un phénomène de convergence. Donc, j'ai vraiment étudié le sujet. Je suis reparti dans ma quête avec un certain nombre de spécialistes qui, eux, étaient les spécialistes de ces travaux, en leur disant, ben, écoute, je sais, tu n'es pas habitué à ce qu'un scientifique vienne taper à ta porte et te dise, au fait, est-ce que tu peux me donner quelques infos? Parce que là, je suis un peu troublé par le résultat des éléments que j'ai. Et ce qu'ils m'ont donné m'a fait tellement frémir que j'ai dit, il faut quand même que quelque part ça devienne public cette affaire. Parce qu'on est en train de nous parler du réchauffement climatique et qu'il va falloir arrêter d'utiliser la bombe, la laque à cheveux. Quand vous regardez les paramètres de ces scientifiques, le point de non-retour a été atteint depuis 1973. C'est peut-être un peu tard. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire de manière scientifique, ordonnée et dans le calme, c'est de s'adapter aux phénomènes qui vont arriver. Et croyez-moi, si on regarde les prophéties, et si on regarde les courbes, et les travaux, et les statistiques, et les modèles informatiques qui ont été mis en place par ces scientifiques, et quand vous voyez comme chronologiquement, on va dans du copier-coller avec les prophéties, il y a véritablement de quoi se poser la question.
Je vais donc vous laisser avec un extrait de ce film, c'est environ 44 minutes. Donc c'est une coproduction d'une maison de production avec laquelle je travaille, qui est Real World Film, et de IT Networks. Et je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Et j'invite d'ailleurs beaucoup de gens, non seulement à le voir, le revoir, mais même en parler. Parce que je pense qu'il est temps d'éveiller un peu les consciences au phénomène. Et croyez-moi, quand vous voyez des écologistes qui, il y a 20 ans, passaient pour des originaux, aujourd'hui, ce sont les gens qui sont les premiers en ligne. Et je pense que, très sincèrement, ils ne sont pas assez nombreux. Donc il est vraiment temps que la population se rende compte de ce qui se passe et pourquoi. Et même si on ne peut pas changer un certain nombre de choses, si on ne pourra pas changer un certain nombre de choses, on ne peut tout de même pas faire comme les 4 civilisations précédentes, disparaître sans rien faire. Voilà, je vous laisse avec le film et je vous reprends derrière si vous avez des questions à poser. Je vous ai prévenu, hein, c'est assez noir comme séquence, mais il ne faut pas s'affoler du tout. Il ne faut pas s'affoler du tout parce que ça, en fait, comme je le disais tout à l'heure, Bernard, quand on s'est eu au téléphone, ça montre en fait, je dirais, l'aspect prophétique et l'aspect scientifique des choses. Mais il faut savoir que quand même, dans le film, on vous montre aussi ce que les scientifiques ont prévu, ce que toute une série d'organismes a mis en place pour qu'évidemment ce genre de situation ne se produise pas. Alors bien sûr, on ne peut pas empêcher ni arrêter ces choses-là, mais on peut s'y adapter, on peut se préparer. Donc justement, j'en parlais récemment, je me demandais d'ailleurs tout à l'heure, il y a 2 minutes, effectivement, moi je suis en relation avec un groupement de personnes, de scientifiques, qui représentent environ 85 personnes réparties dans le monde entier, qui ont mis en place un projet qui porte bien son nom, puisqu'il s'appelle le projet Robinson. Et le projet Robinson, en fait, qui va être diffusé sur le site internet de la structure qu'ils ont constituée, qui s'appelle l'Alliance, et pour cause, puisque ce sont 85 scientifiques qui se sont alliés entre eux, sans tenir compte, bien sûr, ni des opinions politiques de leurs gouvernants, ni des organismes auxquels ils appartiennent. Ceci dit, je sais que certains ont de gros problèmes en ce moment, parce qu'évidemment, ils diffusent des informations qu'on leur a demandé de garder secrètes. Donc, alors, il faut savoir quand même que bien qu'il y ait ce côté un peu sensationnaliste de 2012, il y a quand même toute une série de choses qui sont élémentaires, bien sûr, qu'on ne peut pas expliquer comme ça. C'est dommage, si le film avait été intégral, je pense que vous auriez vécu ça un peu mieux. Parce qu'en fait, il existe bien sûr des moyens d'éviter ce genre de situation. C'est vrai qu'il va y avoir un relèvement des eaux, ça s'est déjà prouvé, catalogué. Je peux vous dire même qu'il va être aux alentours de 7 mètres. Et un certain nombre de régions dans le monde vont être recouvertes par l'eau. C'est malheureusement le cas notamment pour quelque chose qui nous touche très proche, le parc naturel de Camargue, qui devrait normalement entièrement disparaître. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que l'intelligence est de ne pas rester à l'endroit où ça va se passer, tant qu'à faire, et qu'il existe quand même des moyens de savoir et de s'informer sur les bons endroits où il faut être et au bon moment. Donc c'est quand même moins dramatique quand on sait ce qui peut vous arriver. J'aime d'ailleurs une phrase d'un philosophe, j'aimais beaucoup, « La connaissance efface la peur ». Je trouve que c'est très vrai. Si on sait exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer, quels sont les différents éléments chronologiques qui vont présenter le déroulement des phénomènes et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on doit avoir, comment on doit se protéger d'une manière ou d'une autre, ça devient déjà beaucoup moins angoissant. Bon, ceci dit, je ne vais pas me répéter, je risquerais de faire de la politique du coup. En fait, il peut y avoir une conjonction d'événements. Le réchauffement climatique auquel on contribue par un certain nombre de comportements, et puis aussi des prédictions qui peuvent être d'ordre astronomique et d'alignements qui vont aussi créer des possibilités de perturbation. Donc, hein. J'allais justement t'en parler. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. On parlait tout à l'heure, George Yurt, un des concepteurs du Webbot, discutait en disant que le Soleil allait être en croissance d'activité. Alors, je vais vous annoncer une mauvaise et une bonne nouvelle. On va commencer. La mauvaise, c'est que c'est déjà en cours. Et la bonne,
c'est qu'il y a, c'est pas quelque chose qui va avoir un effet majeur sur le climat de la planète. Par contre, ce qui est étonnant, et c'est qui va peut-être déculpabiliser certaines personnes qui ne sont pas très honnêtes en matière écologique, c'est que nous assistons actuellement à un réchauffement qui n'est pas que planétaire, c'est l'ensemble du système solaire en ce moment qui se réchauffe. Donc il faut le savoir. Quand on présentera le 25 mai le film complet, vous verrez des images de la NASA. Donc je veux dire, c'est pas des gens, c'est pas des personnes qui ne sont pas compétents dans le domaine. Des photos de la NASA, des photos satellites des planètes qui subissent actuellement des phénomènes de réchauffement, notamment par exemple Mars, qui est en train de perdre purement et simplement ses deux calottes polaires. Ces deux calottes polaires, hein, il faut le savoir, et à mon avis de manière définitive, ou du moins pendant un certain temps. Donc c'est vrai qu'on dit, ouais, l'homme est responsable. Alors je peux vous chiffrer la responsabilité de l'être humain. Il y a un rapport scientifique qui est sorti qui nous dit que nous sommes en gros responsables à 21% du résultat des choses aujourd'hui. Ceci dit, c'est quand même 21%, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, et comme j'en discutais avec mon ami Bernard, si on avait pu, il y a 20 ans, essayer d'expliquer aux gens que l'écologie, c'était pas un sport, on n'aurait peut-être pas ces 21% aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 21%, mais si on n'inverse pas le processus, il est exponentiel. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Parce que même si ces prédictions ne servent qu'à nous faire réfléchir et à modifier ce qui pourrait devenir catastrophique simplement par nos comportements, ben, ce sera déjà très utile, non? Vous croyez pas? Donc c'est le côté positif. Oui, non, mais d'autant que je te dis, vous trouverez, pour ceux qui veulent le noter, ce sera normalement en ligne, je pense, d'ici à peu près 2 mois. Il va y avoir un site qui s'appelle www.alliance-thenewworld.com qui va diffuser, et ça va vous changer un peu, toutes les infos sont gratuites. Donc, ça va. Vous allez avoir à peu près sur tous les thèmes, toutes les régions de la Terre, toutes les cartes. Et le site devrait normalement diffuser en 3 langues, français, anglais et espagnol, pour que nous puissions couvrir, puisque je fais partie de ce réseau, j'ai adhéré à ce réseau, je fais partie des 85 scientifiques qui ont adhéré à ça. Mais ça, c'est parce que je suis aussi écologiste forcené et anti-OGM épidermique. Donc, j'ai adhéré à cette structure, qui est une structure totalement scientifique, hein, il faut le savoir. Ce sont que des chercheurs qui sont à l'intérieur. Alors, moi, ce que je propose, parce qu'il faut s'adapter dans la vie, vous voyez, déjà plus généralement, puis ce soir aussi, momentanément là. Donc, les questions, tu peux répondre à toutes sortes de questions qui peuvent être envoyées soit par email, hein, soit tout à l'heure. On y reviendra le 25. Tu vois, on a bien fait. Parce que nous, on a fait des prévisions qui sont quand même justes. Hein. Il fallait 3 séances pour toi. Hein. Ça, c'est clair maintenant. Je ne savais pas au début que c'était comme ça. Bon, et puis là, tu peux présenter, parce que je pense que ça intéresse pas mal de personnes, la mission à laquelle tu te destines. Pas de suite, Thomas. Au 22 mai, c'est une expédition qui part aux Bahamas pour filmer. Il y a eu une page qu'il a relatée dans Var Matin, la dernière découverte du journal. On vous a mis le lien par Internet, vous pouvez la voir. Et c'est en partenariat avec la mairie de Hyères, qui est co-partenaire hein, pour cette expédition, qui est une expédition importante. Donc, oui. Nous avons peut-être même là, c'est un petit scoop qui n'est pas encore officiel, mais je pourrais te le dire demain, je pense qu'une autre ville varoise nous rejoint, c'est la ville de Sierre-la-Cascade. Ah bon, voilà. Et donc... Mais vous pouvez les applaudir parce qu'elle n'est pas de très grande taille. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça dure 20 jours, c'est du 2 au 22 mai, qui pourrait être déterminant, puisque l'enjeu, c'est de savoir s'il y a eu des civilisations plus anciennes que celles du déluge dans notre... Voilà. Alors, est-ce que vous voulez voir ce petit film Dure une petite trentaine de minutes, pas plus, si ça vous intéresse. Voilà, je vous explique vite, rapidement ça. Et avant ça, j'aimerais bien que
Serge et René soient dans les parages, là, parce que je veux absolument vous les présenter. Il faut savoir que d'être explorateur, c'est pas une... Allez, venez par ici, les enfants. Voilà nos Varois, là, de l'équipe. Je vous présente les 2 membres de Nord-Sud Expédition. Voilà. Ces 2 personnes vont piloter notamment des ROV, c'est-à-dire des machines sous-marines qui vont aller filmer et qui vont vérifier les informations que vous allez voir dans ce film. Alors pourquoi nous avons fait la pleine page de Var Matin? Tout simplement parce qu'un groupe américain d'archéologues et surtout de géologues américains ont découvert, tout à fait par hasard, en voulant faire des études d'élévation du niveau des océans dans les Bahamas, ils ont filmé pendant 4 minutes 23 un temple. Je sais, ça va vous paraître complètement fou, c'est le même effet que ça m'a fait. Hein. Un temple au bon milieu des Bahamas, dans l'océan Atlantique, là où il n'y a eu aucune civilisation, ça ne peut pas être autre chose que l'Atlantide. C'est tellement énorme que nous avons décidé de le faire, et il faut savoir que un grand nombre de gens se sont engagés derrière nous, puisque nous avons bien sûr un appui au plus haut niveau, si vous voyez ce que je veux dire, quoique il n'est pas bien grand. Et au niveau de Hyères, évidemment, Jacques Politi, le maire de Hyères, est triplement intéressé. D'abord parce que j'ai une autre grande nouvelle à annoncer, c'est que toute la structure Nord-Sud qui existe depuis 24 ans et qui a employé jusqu'à présent jusqu'à 150 personnes, va s'installer à Hyères. Nous allons venir dans le Var, vous voyez. Alors, il y a une chose qui est quand même intéressante aussi, je le jette comme ça, mais parce que c'est vrai qu'en ce moment, quand on entend parler licenciement, nous en fait, nous risquons d'embaucher un peu plus de 100 personnes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, et l'équipe que vous avez là, les 2 Varois qui sont ici, sont en fait chargés en partie de la communication, mais surtout ce sont les techniciens qui vont être chargés de la maintenance du matériel et dans l'expédition de faire plonger ces fameux robots. Donc si nous trouvons, je dis bien si nous trouvons ce temple qui a été filmé, et malheureusement nous savons globalement où il se trouve, mais nous n'en avons pas encore une localisation tout à fait précise, si nous trouvons ce temple, il est évident que nous pourrons, par la profondeur dans laquelle il se trouve, ça nous fait remonter au minimum à 15 000 ans, c'est-à-dire à peu près 3 fois l'âge intégral de la civilisation égyptienne. Ça devrait régler définitivement le problème des civilisations disparues. Vous comprenez pourquoi, à mes yeux, ça a une importance capitale par rapport aux travaux que je fais. En sachant de plus que nous avons quand même réussi à lever, preuve que rêver de l'Atlantide et s'imaginer que ça puisse être un jour possible, ça n'a pas l'air si fou que ça, nous avons réussi à lever 200 000 € pour pouvoir financer cette expédition. C'est-à-dire que nous avons des sponsors privés ou entreprises qui ont dit « moi je suis dans le coup ». Donc c'est quand même assez rare, puisqu'on prend les chefs d'entreprise pour des gens pragmatiques et qui ne rêvent pas, c'est quand même pas mal. Donc je vais vous laisser sur ce petit film une trentaine de minutes. Pour toutes les questions, si vous voulez, je suis à votre disposition après. Je viendrai quand même vous saluer à la fin. Alors autant vous dire que je compte beaucoup dans votre soutien parce que ça va être une épreuve particulièrement difficile. Hein. Et techniquement, une vraie prouesse. Donc vous l'avez compris, désormais, dans le monde, il y a 2 villes importantes, Hyères et puis Lords, le 25 mai prochain. Rendez-vous ici et en avant ça, on va se retrouver pour la collation et avec toi de l'autre côté. Voilà, merci, ça valait le coup. Merci à tous. Hein. Alors je le redis pour tout le monde, vous n'avez vu qu'une partie du film, donc on ne peut pas, on est zen, on respire, il y a des gars qui pensent à vous quand même et qui vont empêcher la cata d'arriver totale. Bon alors il n'y a pas Superman et Batman dans le lot, on aurait bien aimé, mais non. Mais on va se contenter des meilleurs scientifiques du coin qui vont faire quelque chose. Enfin, du coin, le coin c'est la planète. Hein. Ils vont faire quelque chose. À l'attention de Denise, la mère, Denise. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Et alors, c'était une vedette, hein? Ah oui, bah oui, vedette. Elle s'appelle Denise. C'est tout à fait vrai. Voilà. Bon, par contre, ça va être vraiment la plus blanc parce que ça va être très blanc. Hein. Faut lire le livre. Hein. On a Denise. Donc, je vous dis Denise. Magnifique, on va pouvoir y La arriver. bourse ou la vie, ça commence comme ça. Hein.
À tout de suite. Gardons le sourire, voilà, restons optimistes. Et à l'écoute, hein, voilà. Ah, c'est justement quand je fais 1 euro que je fais. La signature qui authentifie l'auteur. Merci Et j'ai trouvé Merci les 10 beaucoup. euros. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand les livres, là, quand vous m'achetez un livre, ça finance mes décharges. Et quand ça finance pas ma destination, vous signez une décharge dans laquelle Je l'ai pris en vous compte. mourrez, c'est votre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en général, ne viennent que des gens un peu fous comme moi, quoi, voilà. Voilà. Mais par contre, c'est très intéressant. Je vais faire le mercantile, c'est absolument horrible, mais vous savez combien me propose la CNN pour 3 minutes de film de ce temps? Et en passant par la voie du Nord-Ouest sans rencontrer un glaçon, ça voudra dire en même temps que tu as 7 mètres de haut partout. Et estime-toi heureux, 7 mètres, c'est juste l'Arctique. Si l'Antarctique part en vrille, comme je te raconte, tu liras ça en bas, c'est très amusant. Alors tu vois en gris là, c'est ce qui est glou-glou. Donc tu dis déjà adieu au parc régional de Camargue. Voilà, tu as 7 de Cap d'Agde qui sont des îles. Et Arles est un archipel.